Madame, Monsieur, bonsoir. Le ciel n'a pas voulu sourire à Mary Pierce et Arantxa Sánchez qui ont patiemment attendu tout l'après-midi avant d'échanger quelques balles sur le central de Roland-Garros et de jouer tout juste 3 jeux. Peine perdue, la pluie a entraîné la pluie a repoussé la finale qui continuera donc demain à partir de midi. Christophe Tortora à Roland-Garros. Le jour où une Française est qualifiée pour la finale, mais la phrase est trop longue pour être inscrite sur ce parapluie. Tout le monde cet après-midi à Roland-Garros ne se posait qu'une seule question. Elles vont jouer ou elles n'ont pas joué? Et pendant plus de 4 heures, elles n'ont pas joué. Alors pour passer le temps, d'abord un petit tour par la météo. En bleu sur cet écran, la pluie qui tombe, explication de la spécialiste. La pression est d'environ 1000 millibars, c'est faible. Ah oui. Il faut espérer une amélioration réelle. Pas d'amélioration, dans les allées, on patiente. Qu'est-ce que vous voulez faire? S'exciter, sauter, commencer, la petite s'arrêter? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est terrible, surtout quand on vient de province. À 17h15, l'espoir renaît, le cours est débâché, mais il pleuviote encore. Mary Pierce va étonner l'ensemble des spectateurs par sa décontraction. Elle n'apparaît pas sur le court, mais dans la tribune des joueurs. Ovation du public. La hola va durer plusieurs minutes. Marie s'autorise même une réponse à une question posée par Nelson Montfort. Vous êtes très relax. Ouais, ça va, j'espère devoir jouer aujourd'hui parce que j'ai vraiment envie, mais sinon, demain. Le souhait de Marie va être exaucé. 20 minutes plus tard, elle pénètre enfin sur le court, raquette à la main, aux côtés d'Arantxa Sánchez Vicario. La finale du simple dame peut enfin débuter. Il est 18h30. Les deux joueuses ont tout juste le temps de rentrer dans la partie. Pierce mène 2 jeux à 1 quand la pluie recommence à tomber. Avantage, mademoiselle Pierce. Mesdames, messieurs, la partie est interrompue. Les deux championnes ne seront restées sur le court que 18 minutes. Le public est déçu, mais très vite rassuré. Un sponsor va leur rembourser en partie les billets. Le match reprendra demain à midi. Voilà, donc finale repoussée, j'y arrive à demain. Patrice Dominguez, bonsoir. On a vraiment l'impression, Patrice, que ces 3 petits jeux ont été en quelque sorte offerts au public qui s'est beaucoup animé tout au long de l'après-midi. Oui, ça restera, Étienne, une journée inoubliable, à la fois pour les deux joueuses, parce que ça n'est jamais facile d'attendre pendant 4h30 dans les vestiaires, de tromper l'attente, de se réalimenter, de se réchauffer, de se préparer, de sortir, dire un petit bonjour au public, aux amis, de à nouveau se retrouver dans les vestiaires. Puis ça restera inoubliable pour les spectateurs, parce qu'ils ont attendu, ils avaient un billet pour aujourd'hui, alors ça leur fait très plaisir d'avoir leur billet remboursé, Étienne, mais ça ne se remplace pas le plaisir. Parce que demain, eh bien, ce sont d'autres possesseurs de billets qui pourront assister à la finale. En tout cas, Marie avait très envie de jouer. Elle nous l'a montré pendant 3 jeux et demi. Espérons qu'elle restera pour demain dans les mêmes dispositions, puisque cette finale aura lieu demain à midi et nous la suivrons bien évidemment avec vous. Précisément, Patrice, quelles sont les difficultés particulières que peuvent rencontrer les deux joueuses, aussi bien Mary Pierce qu'Arantxa Sánchez? Dormir, trouver le sommeil, après une épreuve comme ça pour les nerfs, tromper son attente, s'énerver, s'agacer dans les vestiaires en se disant voilà, est-ce que je vais jouer, est-ce que je ne vais pas jouer, puis jouer un petit peu, repenser à ces quelques points qu'on a joués, qu'on a gagnés, qu'on a perdus, comment on aurait dû les jouer, et puis penser à la tactique aussi, parce que l'une et l'autre maintenant savent à quoi s'attendre pour demain. C'est une nuit très très difficile à gérer. Je dirais peut-être encore un peu plus pour Marie, même si elle paraît si décontractée cette année, parce que c'est sa première finale. Mais ce que l'on espère, c'est que le temps permette de jouer la finale du simple dame. Mais il y aura également sur France 2 après la finale du simple messieurs. Très bien, merci beaucoup Patrice. Donc à demain à partir de midi, Mary Pierce contre Arantxa Sánchez et ensuite les hommes, donc 2 Espagnols, Bruguera contre Beratasegui. La pluie et le vent s'étaient également invités aujourd'hui aux premières cérémonies commémoratives du débarquement de juin 1944. Elles ont eu lieu en Grande-Bretagne. Il y a 50 ans, le mauvais temps avait repoussé de 24 heures le début de l'opération Overlord. Et aujourd'hui, à Portsmouth, la garden party donnée par la reine d'Angleterre a été quelque peu arrosée. À Portsmouth, Christian Marimon. La reine-mère et son éternel sourire ouvrent solennellement les commémorations britanniques du jour J. Un hommage royal aux 13 000 vétérans qui ont bravé les intempéries hier et aujourd'hui. À ses côtés, les ministres de la Défense des pays alliés, dont la France avec François Léotard.
La musique de la gendarmerie française ouvrait la cérémonie, le fair-play très britannique. Cette tradition anglaise, beat retreat, date du XVIe siècle, appelée la retraite au tambour. Elle signifiait la fin de la bataille, mais aussi de la journée, et invitait les gens à rentrer au village. Comme d'habitude, les Américains se sont illustrés par leur humour débridé sur l'air de In the Mood, thème favori de Glenn Miller. La musique américaine a remporté un franc succès, y compris auprès de la reine-mère. Spectateurs intéressés, les 38 vétérans français invités par la famille royale. On nous a dit, messieurs, en tenue numéro 1 sur le pont, vous allez être passés en revue par la famille royale. Nous n'avons pas été pour des raisons que je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais j'estime que 50 ans après, la reine me rend ce qu'elle me devait. En Angleterre, il y a vraiment, pour les anciens combattants, il y a un grand respect. Et pour les Français ce soir, un dîner exceptionnel aux côtés de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, du président américain Clinton et du président français François Mitterrand. Bill Clinton, le président américain, s'est recueilli en début d'après-midi sur les tombes du cimetière de Cambridge, un cimetière où reposent 3812 GIs et où sont inscrits sur un grand mur de marbre les noms de 5216 soldats officiellement portés disparus au cours des combats de juin 1944. Bill Clinton qui était accompagné, vous l'avez vu sur ces images, par le Premier ministre britannique, M. John Major. Nous consacrerons la deuxième partie de ce journal à la préparation des cérémonies en France. Cette fois, ce sera demain. Toute la rédaction de France 2 s'est transportée pour l'occasion à Sainte-Mère-Église. Nous y revenons donc tout à l'heure. L'Assemblée nationale a pris aujourd'hui un sacré coup de jeûne pour remplacer les 577 députés dispersés dans leur circonscription pour le week-end. 577 enfants. Ils venaient voir, ils venaient apprendre. Le guide s'appelait Philippe Séguin. Agnès Molinier. C'était presque une séance comme les autres. Il y avait les dissipés et les endormis. Sauf qu'aujourd'hui, tous les bancs étaient remplis, sans exception. Mais pas par des vrais députés. Ils étaient remplacés par des enfants de 10 ans, élèves de CM2, élus chacun par leurs camarades dans chaque circonscription. Parmi eux, Lionel Guilleux, des Hautes-Alpes, un peu impressionné, et pourtant, l'ambiance était plutôt bon enfant. Ne pourrait-on pas vous donner plus de pouvoir pour que les députés soient à l'heure présents ou plus attentifs pendant les débats télévisés? Je voudrais te remercier, Cédric, pour cette question. Contrairement aux soupçons qui parfois planent lors des séances de questions du mercredi, je voudrais dire que cette question n'a été ni préparée ni téléphonée. Les députés attendaient dans les tribunes et les parents sous une tente. À la fin, tout le monde s'est retrouvé, tout de même un peu déçu, car Lionel aurait bien aimé être tiré au sort pour poser une question. J'ai pas fait grand chose, moi j'ai écouté ce qui se passait. J'avais un petit magnéto, alors j'ai enregistré toute la séance. Et puis j'avais un carnet, alors j'ai noté les questions. Stop! Allez, regarde-moi. Jamais Lionel n'a été autant photographié. Henriette Martinez, la vraie députée des Hautes-Alpes, lui a même prodigué un peu tard des conseils pour soigner son image à la télé. Et les petits malins, pour qu'on les voit bien, le mercredi, ils relèvent le siège et s'assoient sur le siège relevé. Mais ce qui a surtout plu à Lionel, c'est l'avion qu'il empruntait pour la première fois. Ce soir, il a repris celui de Marseille et l'Assemblée a retrouvé son calme des week-ends. Voilà, et pendant que les enfants se préoccupent de démocratie, les adultes scrutent, eux, les sondages qui sont censés leur dire à quoi ressemblera l'Europe de demain. Dans la dernière livraison BVA pour France 2 et Europe 1, la liste UDF-RPR progresse. Celle des socialistes reste stable. Jean-Michel Mercurol. À 8 jours du scrutin, la liste Dominique Baudis, 33%, se situe loin devant celle de Michel Rocard, 16%, puis viennent Jean-Marie Le Pen, 10%, Bernard Tapie, 8%, et les listes Philippe de Villiers et Parti communiste, 7% chacune. Toutes les autres listes, selon ce sondage, n'atteindraient pas la barre des 5% nécessaires pour avoir des élus, à savoir 3,5% pour la liste Sarajevo, 2,5% pour Brice-Lalonde et Chasse-Pêche-Nature, 2% pour la liste Chevènement, enfin 1,5% chacun pour les Verts et Arlette Laguillet. Bernard Tapie est précisément en campagne pour ces élections européennes à Marseille ce soir. D'une manière générale, les Marseillais se demandent si Bernard Tapie ne leur attire pas plus d'ennuis qu'autre chose. Ils le lui ont dit aujourd'hui.
Témoignage de Roland Sicard et Jean Cornu. Quand Bernard Tapie a des ennuis, il a un truc, il prend un bon bain de fou. Et pour ça, l'adresse la plus indiquée, c'est Marseille. Et à Marseille, son fief de la Belle de Mai, surtout le jour de la fête du quartier. Pourtant, même si là, Tapie reste toujours Tapie, quelque chose s'est passé. Oh, pas déçu jusqu'à plus savoir, mais on est un peu déçu, quoi. On l'a beaucoup accusé sans avoir de preuves solides, alors je trouve que... Voilà, pour moi, ça ne changera rien. On ne sait pas qui a tort, qui a raison. Le jour qu'on saura qui a tort, qui aura raison, je pense que nous verrons si on doit lui garder la confiance ou non. Et la vie des Marseillais, c'est justement ce qui préoccupe le plus Bernard Tapie. Car pour le patron de l'OM, c'est clair, les attaques dont il fait l'objet ont un seul objectif, le chasser de la ville, l'empêcher de partir à la conquête de la mairie. Alors, le soir des Européennes, Tapie regardera d'abord son score sur Marseille. Si on fait un très mauvais score à Marseille, ça voudra dire que les Marseillais ont envie que j'aille ailleurs. Eh bien, j'irai ailleurs. Si au contraire, ils ne sont pas dupes et qu'ils sentent bien que la volonté de m'éloigner d'ici est en fait la base de mes problèmes, eh bien, ils leur montreront qu'ils sont insensibles à ça. Dans ce cas-là, vous serez candidat à la mairie. J'y suis déjà un peu, hein, c'est déjà bien passé. Conclusion, affaire ou pas affaire, la campagne des Européennes se double déjà d'une campagne municipale. Une campagne où Bernard Tapie croit à ses chances, à moins que d'ici là, ses ennuis les rattrapent. Européenne encore, Michel Rocard a fait savoir hier soir que sa candidature à l'élection présidentielle l'année prochaine n'était pas forcément liée au score que réalisera le Parti socialiste dimanche prochain. Quant à Philippe de Villiers, exclu du Parti républicain, aucune importance, a-t-il dit hier soir, tout en continuant de revendiquer son appartenance à la majorité. Dans cette campagne européenne, la mer et surtout les pêcheurs semblent attirer beaucoup d'hommes politiques. Après Jacques Chirac, après Michel Rocard, c'est la tête de liste du Parti communiste, Francis Wurtz, qui s'est transporté en Bretagne. Début d'un Tour de France et d'un pari difficile, se faire connaître. Francis Wurtz, suivi par Agnès Molinier et Jean-François Chevet. Même à l'extrême pointe de l'Europe, à Brest, Francis Wurtz cherche à se faire connaître, d'abord auprès de salariés de la Thomson. Mais en Bretagne, le passage obligé, c'est la mer. Et Francis Wurtz, l'Alsacien, est venu montrer qu'il a le pied marin. Mais ici, à Douarnenez, d'où est parti le mouvement des pêcheurs de février dernier, il lui est facile d'expliquer qu'il défend une Europe différente. En l'espace de quelques années, on a détruit 1 millier de bateaux et ça a coûté en plus 18 milliards de centimes de fonds publics aux contribuables français. Bien, je pense que si l'argent français public était utilisé pour construire, moderniser des bateaux plutôt que de détruire, ça serait mieux. C'est vrai qu'ici, à Douarnenez, on est nostalgique d'une époque. Aujourd'hui, la pêche ne fait plus vivre que 2000 personnes sur 17 000 habitants. Alors, dans cette ville, communiste dès 1921, les marins-pêcheurs sont venus nombreux soutenir leurs candidats aux européennes. Mais il ne leur fera pas de discours solennel. Francis Wurtz a choisi de les écouter. Pour nos pêcheurs, non seulement à Douarnenez, dans le Finistère, en Bretagne, mais dans notre pays, faut-il leur dire que sur l'autel de l'Europe, ils ont été sacrifiés? À la Bourse du Travail à Lyon, ambiance beaucoup plus politique, Francis Wurtz reçoit le soutien de Robert Rue. Là non plus, pas de meeting traditionnel, les communistes ont convié cette fois des journalistes pour instaurer le dialogue. Et devant les militants, tous les sujets sont abordés. C'est qu'au Parti communiste aujourd'hui, il faut montrer qu'il y a un après-marché. En tous les cas, c'est vrai que c'est une façon nouvelle de tenir nos réunions à l'occasion des campagnes électorales. C'est une forme nouvelle. Elle est, vous avez vu la liberté totale qui animait chacun. Vous savez, le Parti communiste évolue depuis longtemps. Ensuite, il y a des étapes. Le dernier congrès a été une étape très importante. Ce n'est pas la dernière et ce n'était pas la première. Ancien secrétaire de Georges Marchais, Francis Wurtz semble être le garant d'une certaine continuité au Parti communiste. Mais pour cette élection européenne, un scrutin toujours délicat pour les communistes, Robert Rue lui accorde toute sa confiance. Un mot de l'actualité à l'étranger. Les négociations entre militaires sur la Bosnie-Herzégovine, qui devaient reprendre aujourd'hui à Genève, ont été finalement repoussées. Elles pourraient commencer demain matin. Et puis une image, celle de la place Tiananmen à Pékin, où il y a 5 ans, jour pour jour, l'armée chinoise avait réprimé très violemment, vous vous en souvenez, les manifestations. La place Tiananmen était, vous le voyez, très calme aujourd'hui. Un seul incident signalé en Chine aujourd'hui, l'interpellation d'un dissident dans la ville de Shanghai. En France, un incendie dans une raffinerie de pétrole. Cela s'est passé ce matin à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. Le bilan est de 2 morts et 5 blessés. Yannick Aroussi, Jean-François Giorgetti.
C'est là-haut, à plus de 60 mètres du sol, que les 2 employés de la BP ont trouvé la mort. Ils procédaient à l'inspection de la colonne de distillation qui n'est plus en activité depuis 12 jours pour subir son entretien de routine. L'origine des 2 décès n'est pas connue pour l'instant, asphyxie ou brûlure. Les circonstances mêmes de l'accident sont floues. Seul un nuage de fumée échappé de la tour a été aperçu. À l'intérieur, pas d'explosion, mais certainement un incendie très soudain. C'est probablement l'auto-inflammation de sulfure de fer qui est probablement la cause. Pour l'instant, je ne peux voir que ça. Mais l'enquête en détail nous dira exactement ce qui a pu se passer. Selon la direction, la procédure de sécurité a été respectée, mais les syndicats demandent plus d'informations. Pour le moment, nous, nos interrogations portent plus sur la procédure avant l'arrêt, mais bon, on ne peut pas porter de jugement. Les experts du parquet sont déjà au travail et le syndicat CFDT a décidé de porter plainte contre X pour homicide et blessures involontaires. L'affront fait à Brigitte Bardot, déjà en colère contre les chasseurs de tourterelles. Brigitte Bardot est sortie de ses gonds aujourd'hui. Les chasseurs de Côte d'Azur n'ont rien trouvé de mieux que de tenir leur congrès départemental annuel à Saint-Tropez, la ville où habite Brigitte Bardot. Échange de noms d'oiseaux recueillis par Sandra Schmitt et Didier Beaumont. La place des Lys s'affiche complet. L'appel de Brigitte Bardot pour manifester pendant le congrès de 700 chasseurs du Var a été entendu. 400 personnes, qu'ils soient de vrais militants pour la cause animale ou de simples admirateurs de bébés, sont tous venus lui montrer qu'ils l'aimaient. Enfin, presque tous, dans la foule, des chasseurs avaient aussi 2 mots à lui dire. On l'aidera à porter ses valises si elle veut partir. On le prend tout bien, hein. On y a un peu cadeau déménagement. On l'aide à déménager. Et même sans cette aide bénévole des chasseurs, Brigitte Bardot veut prendre ses clics et ses claques. Pour elle, le congrès est un affront personnel. C'est le divorce avec son village, devenu hostile. Je m'imaginais bien qu'on n'allait pas me passer de la pommade. Hein. Vous allez vraiment partir de Saint-Tropez? Vous pensez vraiment partir de là? Oui, je vais partir parce que j'en ai ras-le-bol. Et puis je reviendrai peut-être si un nouveau maire est élu l'année prochaine. Faire fuir Brigitte Bardot de son fief tropézien, ce n'était pas du tout le but de cette réunion, rétorque le maire. Saint-Tropez n'avait pas reçu le congrès des chasseurs depuis 50 ans. Bébé a été trop susceptible. Elle veut partir tant que je serai maire. Et moi, tant que je serai maire, je ferai en sorte qu'elle ne parte pas. Et j'essaierai de faire en sorte de renouer le dialogue avec elle. Mais Brigitte Bardot semble avoir bien réfléchi. 36 ans de lune de miel avec Saint-Tropez s'achève dans un bain de foule. Pendant quelque temps, la propriétaire de la Madrague va abandonner sa plage pour savourer les charmes d'une ferme parisienne. Une enquête extrêmement préoccupante maintenant, une enquête de l'Institut national de la médecine agricole, selon laquelle l'apparition de certaines formes de cancer serait favorisée par des pesticides. Les premiers concernés sont évidemment les agriculteurs qui utilisent les pesticides pour traiter leurs champs. Enquête menée par Jean-Daniel Flézaquier et Claude Barnier. Un verger, un tracteur qui tire une tonne, et de cette tonne sort un nuage de produits de traitement, des pesticides. Des pesticides que l'on va épandre 20 à 30 fois par saison. Sur le tracteur, un homme, sans aucune protection, dont l'organisme va également en quelque sorte bénéficier de ces produits de traitement. Et aujourd'hui, le monde agricole découvre avec stupeur que ces produits, qu'il a utilisés largement depuis 30 ans, peuvent être à l'origine de certains cancers particuliers, notamment des formes de leucémie, mais aussi chez les vignerons, des cancers de la vessie. Lorsqu'on développe une maladie type cancer, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 30 ans d'exposition. Et comme on a commencé à utiliser ces produits en grande quantité à partir des années 60, les cancers sont apparus dans les années 85, 90. C'est pour ça que la mise en évidence est tout à fait récente. Le risque potentiel est un élément qui est dur à faire passer, parce que c'est pas quelque chose de palpable. Hein. Et ça, bon, c'est à force d'expliquer comment ça fonctionne, comment le produit rentre dans l'organisme, et ainsi de suite, on finit par faire passer des messages. La jeune génération d'agriculteurs a semble-t-il mieux compris le message que leur père. Ils mettent plus facilement les masques et les combinaisons, et ils ont surtout réduit de 2 à 3 fois le nombre d'épandages de pesticides. La raison essentielle, c'est par souci d'économie aussi. Hein. Mais aussi par sécurité, non ? Par sécurité, on s'aperçoit qu'il ne suffit pas de traiter systématiquement, il faut traiter quand il y a des attaques de maladies, point. En 2 mois, par exemple, chez les Baudry, on a traité la vigne 2 fois seulement. Et les produits aujourd'hui sont beaucoup moins agressifs. Par exemple, pour traiter ces golden, on utilise des produits suffisamment doux pour que les abeilles, si elles en mangent, ne risquent pas de tomber dans les pommes.
Retour maintenant, comme promis, sur les cérémonies du débarquement. Elles suscitent un engouement exceptionnel. Regardez ces images tournées aujourd'hui dans la région d'Arromanches. Des dizaines de milliers de personnes s'approchent des côtes, des vétérans du débarquement, des touristes, mais aussi des journalistes. Conséquence, le grand embouteillage qui devrait se poursuivre au moins jusqu'à mardi. Et la grande interrogation concerne encore une fois la météo. Il devrait faire plutôt beau demain autour de Sainte-Mère-Église. Mais il devrait y avoir du vent. Les sauts en parachute seront donc beaucoup plus difficiles que prévu. Mais les soldats américains qui avaient sauté sur Sainte-Mère en 1944 et qui sont arrivés à Sainte-Mère-Église dans la journée ne veulent rien savoir. Ils sauteront à nouveau demain. Sur place, Benoît Duquesne et Pascal Ponce. Quand Sainte-Mère accueille ses libérateurs, quand ceux d'en bas saluent ceux d'en haut, ces parachutistes américains des 82e et 101e divisions aéroportées qui leur sont tombés dessus cette fameuse nuit du 5 juin 1944, 6 heures avant le grand débarquement. C'était une très longue journée. Et ensuite j'ai mis 6 jours à retrouver mon régiment avec un de mes camarades, un soldat qui était blessé. Alors qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de les voir revenir? Une grande émotion qu'on ne sait pas même pas s'exprimer, tellement l'émotion est grande. Mais moi j'avais 8 ans, mais je les ai connus. Hein. Le vent cette nuit-là, en déportant les parachutistes, a fait de Sainte-Mère la première commune française libérée. Le hasard d'un incendie en plein milieu du village a fait de cette libération l'un des actes héroïques du débarquement, quand les parachutistes éclairés par les flammes se faisaient tirer comme des perdreaux par les Allemands. À 4h30, 2 heures avant le débarquement, la bannière étoilée flottera malgré tout sur Sainte-Mère. C'est un souvenir douloureux, difficile? Un peu. Pour les gens qui sont fait tuer. C'est un honneur pour moi de vous rencontrer et de vous recevoir dans mon pays et dans ma maison. C'est un plaisir d'être ici. Mais les circonstances de cette venue sont un peu différentes cette fois. J'ai la carte que je portais quand j'ai sauté et je voudrais retourner à l'endroit exact où j'ai atterri. Mais la météo, une fois de plus, joue des tours à Sainte-Mère. Rien ne dit que les vétérans qui le souhaitent puissent à nouveau sauter demain en parachute, comme c'était prévu. Réponse demain, et donc comme le craignaient les autorités, certains vétérans ont beaucoup de mal à supporter l'émotion qui entoure ces cérémonies. L'un d'entre eux est décédé des suites d'une crise cardiaque et 2 autres sont dans un état grave dans un hôpital de Caen. Le principal casse-tête des policiers est simple: comment protéger 18 chefs d'État et de gouvernement? Rien n'a été laissé au hasard. Dernière répétition cet après-midi sur les plages d'Omaha Beach, le reportage de Michel Fine et Raymond Chaplard. J-2 sur la route qui mène à Omaha Beach. Les services des voyages officiels chargés de la sécurité des chefs d'État et de gouvernement ont décidé de répéter en lieu et temps réel l'arrivée des cortèges. Olivier Bardin dirige le groupe qui encadrera la sécurité du président Clinton. Vous voyez qu'on emprunte une route plus qu'étroite, avec des cortèges qui vont monter, comme nous, d'autres descendre comme nous, d'autres monter, qui ont déjà déposé leur personnalité. Donc on regarde la faisabilité des croisements, des timings, les arrivées de 2 minutes en 2 minutes. Et c'est le point le plus compliqué, le plus litigieux des cérémonies. Ouais, de Rami 8 au dispositif Rami 8, on est censé débarquer la personnalité, donc on descend aux portières, on a une personnalité qui 30 secondes va quelque part et remonte aussitôt. C'est reçu? C'est la VIP ça, c'est la VIP. Il n'y a que l'officier qui descend. C'est la VIP ça. On y est là, on est bien. C'est la VIP ça. Non, attendez. La VIP, elle vient se poser là. Il y a des règles précises. Donc je sais pas. Personne ne nous l'a dit. Là, on se rejoint après. Et dès que ça c'est fini, on recommence à faire comme il faut. Le policier qui figure la doublure du président Clinton viendra serrer la main du chef de cabinet de François Mitterrand. Principale préoccupation des services des voyages officiels, le temps pluvieux prévu pour le D-Day. Non seulement nous avons peur que la pluie nous pose problème, mais le mauvais temps risque de tout remettre en question. Et nous serons obligés d'improviser dans les dernières minutes. Qu'est-ce qui est prévu pour lundi? Tous les schémas ont été envisagés, y compris les schémas les plus tristes avec un très mauvais temps. Mais nous espérons que nous aurons le soleil. Les 750 policiers, les 7500 gendarmes chargés d'assurer la sécurité des cérémonies du 6 juin le savent. 50 ans après, le D-Day sera pour eux le jour le plus long.
Voilà pour la protection sur terre, mais protéger le ciel autour des plages du débarquement préoccupe également les autorités et le système qui a été mis en place est extrêmement impressionnant. Reportage de Romuald Debout. Nom de code, opération Sphinx. Depuis hier, l'espace entre Cherbourg et Deauville, soit 90 km de long sur 50 km de profondeur à partir des côtes, est classé zone aérienne interdite. Les mailles du dispositif ne laissent passer que quelques rares appareils transportant les personnalités. La raison ? La peur de l'attentat, d'actes pirates, au-dessus des sites où 17 chefs d'État et plus de 30 000 vétérans ont rendez-vous pour les cérémonies du débarquement. Ce qu'on redoute essentiellement ce sont peut-être des ULM, des maquettes pilotées, et puis tout aéronef qui voudrait faire un coup médiatique, du type lâcher de trac, lâcher de ballon, autre chose. Roger, can you descend to 500 feet over ground? Ici, dans ce camp de commandement, le branle-bas de combat informatique a commencé. Une organisation déjà expérimentée pendant la guerre du Golfe. Tout ce qui vole est immédiatement repéré et analysé grâce aux multiples radars installés au sol et à l'avion radar AWACS doté d'un rayon d'action de 500 km. Les airs sont également surveillés par des hélicoptères. Des guetteurs ont même été prévus dans les clochers pour repérer des maquettes volantes. Des mesures sont applicables pour tout avion inconnu. Dès qu'il rentre dans la zone interdite, il devient hostile. Et à ce moment-là, on lui applique les mesures actives de sûreté aérienne qui peuvent aller de la contrainte d'itinéraire à l'arraisonnement, au tir de semonce ou même au tir de destruction. Ceci, bien sûr, avec l'aval du cabinet du Premier ministre. À tout moment, 4 Mirage 2000 peuvent décoller pour intercepter l'indésirable. Dans la pire des options, ces impressionnantes batteries de missiles Crotale peuvent être activées à quelques encablures de l'une des plus célèbres plages, celle d'Aromanche. Tout au long de ces 3 jours, nous vous ferons revivre à travers des témoignages le débarquement tel qu'il s'est effectivement déroulé presque heure par heure. Geneviève Moll a rencontré le général Valette d'Ozia. Il était chargé de faire le lien entre le général de Gaulle, réfugié à Alger, et la résistance française. Comment le général de Gaulle a-t-il appris la date et l'heure de l'opération Overlord? Écoutez. De Gaulle a été convoqué par Churchill le 3 juin. Il est parti par l'avion personnel de Churchill, envoyé par Churchill pour l'amener à Londres. Et comment ça s'est passé entre eux? Eh bien, ça s'est très mal passé, car en arrivant à Londres, De Gaulle a été emmené jusqu'à un train spécial à la portière duquel se trouvait Churchill, qui lui a dit « c'est pour demain ». D'où une réaction extrêmement brutale de Gaulle, qui a dit « moi, chef du gouvernement du pays qui va être envahi demain, je l'apprends demain, c'est absolument inadmissible ». Dernier volet de notre page spéciale débarquement ce soir, il est consacré aux Fannies. Dans la plus grande discrétion, mais souvent avec une remarquable efficacité, les Fannies, de jeunes Anglaises au service de Winston Churchill, se sont dévouées pour que l'opération Overlord soit un succès. Caroline Laudrin et Pierre Moscovitch ont retrouvé plusieurs d'entre elles à l'heure du thé, près de Londres. Ces femmes offrent aujourd'hui l'apparence de dames tranquilles autour d'une tasse de thé. Il y a 50 ans, il en était tout autrement. Elles font partie des Fannies, la plus ancienne association de femmes volontaires engagées dans la guerre. En 1940, elles travaillent dans des endroits secrets qu'elles hésitent encore aujourd'hui à dévoiler. Elles décodent les messages envoyés par la résistance, sont parachutées en France, bref, prennent des risques. La règle est alors la discrétion la plus absolue pour des jeunes filles à peine sorties de l'adolescence. Je me suis engagée dans les Fannies parce que le chapeau que portaient certaines de mes amies était absolument terrifiant. Non, plus sérieusement, je devais fabriquer des faux papiers pour les agents qui passaient de l'autre côté, surtout vers la France. À cette époque, je ne réalisais absolument pas dans quoi je m'étais engagée. C'est venu un peu plus tard. C'était comme ça, nous avions besoin de faire quelque chose. Dans tous les secteurs de l'économie, l'Angleterre a besoin de femmes pour remplacer les hommes partis combattre. Quel que soit leur âge et leur milieu social, elles vont à l'usine, fabriquent des armes ou travaillent au champ. En 1944, elles sont 2,5 millions à se porter volontaires. C'est l'époque où Londres est la proie des V1 allemands, ces avions sans pilote qui feront 6 000 morts. Je connaissais les femmes qui conduisaient des ambulances à travers des rues, et même pendant des bombardements. À cette époque, nous étions sous les bombes des V1.
C'était très effrayant. Marie Guéritz, elle aussi, s'est engagée dans la marine anglaise, alors qu'elle avait à peine 18 ans. Comme 3e officier, elle part pour l'Écosse dans les forces spéciales. Dans le plus grand secret, les Alliés s'entraînent sur les plages en vue d'un prochain débarquement en Normandie. C'était vraiment très passionnant, parce que nous savions que nous participions à l'histoire. Nous savions que nous travaillions sur les plans du débarquement en France, des combats. Ce que nous faisions était très important. Le combat des Fannies continue. Les vieilles dames aujourd'hui s'occupent des familles des victimes d'attentats et les plus jeunes, les dernières recrues, apprennent le maniement des armes et les transmissions radio. On ne sait jamais. On espère quand même que tout se passera bien. Et puis donc demain, nous serons en direct à 13h et à 20h de Sainte-Mère-Église. Sainte-Mère-Église, le premier village à avoir été libéré par les Alliés. Nous recevrons toute une série d'invités et vous verrez bien évidemment toute une série de reportages sur le déroulement des cérémonies donc consacrées à ce 50e anniversaire du débarquement. Une dernière information, elle est sportive, elle nous est parvenue pendant ce journal. Un nouveau record du monde du 5000 mètres, battu cet après-midi aux Pays-Bas par un Éthiopien au nom extrêmement simple. Il s'appelle Haile Gebrselassie et il a battu ce record du monde du 5000 mètres en 12 minutes 56 secondes et 96 centièmes. Vous avez constaté bien évidemment l'absence de Paul Amar ce soir. Je voudrais vous, en guise d'explication, vous lire le communiqué de la direction de France 2. Elle a décidé de suspendre Paul Amar d'antenne et de présentation du journal de 20h jusqu'à nouvel ordre, après les événements qui se sont déroulés au cours du débat entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen mercredi soir. Une décision, explique la direction de France 2, motivée par des raisons d'éthique et de déontologie. La Société des journalistes de France 2 a exprimé, elle, hier soir dans un communiqué, sa solidarité avec Paul Amar. Elle s'inquiète de la méthode utilisée et juge la sanction disproportionnée en regard de l'erreur commise. Dans un instant, les prévisions météo de Nathalie Riouet pour demain et pour lundi. À 20h50, les chansons du débarquement proposées ce soir par Pascal Sevran. Le dernier journal présenté aux alentours de minuit par Philippe Lefebvre. Demain, donc, toute la rédaction de France 2 vous attend en direct de Sainte-Mère-Église à 13h. Je vous souhaite une excellente soirée.